Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et ici ce sera une vidéo pour parler du XM5. Donc ce n'est pas un test, c'est plutôt on va dire un complément de test où tu pourras retrouver, si tu es intéressé par ce boîtier là, des informations complémentaires. Parce que ici je reviendrai plutôt sur les caractéristiques techniques, des choses que les testeurs ne peuvent pas voir dans un temps limité. Donc moi je prends un petit peu mon temps pour regarder ça, donc c'est une vidéo complémentaire, donc tu pourras toujours voir d'autres vidéos qui seront intéressantes pour voir comment le boîtier marche, mais là ça te permettra de savoir en fait pour ton argent qu'est-ce que tu as avec ce boîtier au final en termes de fonction. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, je suis en train de tester une optique là, donc si je suis pas toujours flou, c'est à cause du fait que je sois en manuel. Donc là j'ai un petit peu de problème aussi avec ma cage, hein, comme vous pouvez voir ça bouge un petit peu, donc je joue un petit peu avec mes réglages, parce que je vais filmer un truc jeudi, donc il faut un petit peu que je regarde comment ça se passe, et vous pouvez essayer de deviner quelle optique j'ai ici. Donc c'est une optique à carrossage cinéma en monture PL, et qui a normalement ce qu'on va appeler le pop, donc voilà, ça peut aider un petit peu sur la marque, et voilà, donc si tu vois que c'est un petit peu flou, c'est parce que je vais laisser ça de côté, je vais essayer de rester là, parce que si je bouge, voilà, je suis pas net. Donc on va aller sur le site de Fujifilm, voir ce petit XM5. Donc l'intérêt premier du XM5 par rapport à ses concurrents, donc j'avais déjà parlé du, je vais mettre ici, Z52, lui son intérêt clairement, le Z52, c'est d'avoir un viseur, d'avoir du log, et comment dire, ça a plein de petites choses, mais le XM5 n'en démord pas, il va avoir des choses en plus aussi du Z52 qu'on va voir ici. Et pourquoi vous en aurez pour votre argent? Parce que au final il est vraiment très peu cher pour un boîtier Fujifilm de Stakabila, hein. Donc on va avoir sans en fait l'objectif 899, et avec l'objectif de kit le 15-45, on est à 999,99 €, ce qui est plutôt pas mal. Et je suis un petit peu enrhumé, j'en suis un petit peu, enfin même beaucoup, désolé, mais je peux pas trop faire autrement, sinon je sors pas de vidéo et c'est tout. Donc on va regarder d'abord la petite page publicitaire, enfin de présentation de Fujifilm, et après on ira dans les caractéristiques ici, que j'espère bien traduit, parce que c'est pas forcément toujours le cas chez Fujifilm. Donc comme d'habitude chez Fujifilm, on a deux coloris, donc un peinture noire et un peinture métal. Oui, c'est pas du métal, parce que usuellement même dans le passé, hein, là c'est du magnésium, avant c'était souvent du laiton avec une peinture métallisée par dessus. Mais voilà, et puis la semelle est souvent en plastique, voilà, donc ils disent ready for everything. Donc en fait le boîtier déjà est très léger, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir le prendre rapidement. Le boîtier est très petit, hein, vous voyez la monture X qui est une des plus petites puisqu'elle est basée sur l'APS-C, et on a quand même quelque chose qui a l'air vraiment super compact. D'ailleurs on peut le voir entre les mains de quelqu'un ici, et voilà, c'est un peu comme, comment dire ça, un X100 mais avec objectif interchangeable et pas de viseur. Ce sera peut-être le petit problème, mais il reste quand même assez mignon et avec des réglages quand même, voilà, assez intéressants. Form and function, donc voilà, il est à la fois intéressant, beau, et donc il dit élégant et symétrique, et il a des fonctions qui le rendent ergonomique. Donc on a encore une fois, comme les nouveaux boîtiers Fujifilm de gamme moyenne, on a 7 molettes de réglage des simulations de film. Donc si vous êtes là-dedans, ce sera quelque chose d'intéressant. Je sais que beaucoup d'utilisateurs Fujifilm sont là-dedans. Moi je trouve j'ai des petits problèmes, mais voilà, c'est pas pour l'aspect utiliser plein de profils différents, c'est plutôt pour appeler ça des simulations de film, mais ça reste mon problème, je vais pas en parler ici. Hop, un eye for detail, voilà, donc il y a des petites photos. Donc le nouveau processeur, donc le X-Processor 5 avec le CMOS 4, donc celui qui avait le XT4, qui a le XS20, donc un très bon capteur de 26,1. C'est pas le capteur du XH2S par contre, mais il reste quand même intéressant dans le sens où on peut lui mettre les fonctions du XH2S puisque c'est la même base, sauf qu'il va pas avoir le super rolling shutter et la super rapidité du XH2S. Mais donc voilà. On reviendra très sur les fonctions, et c'est ça qui va être assez intéressant sur ce XM5. Et donc comme on a le nouveau processeur, on doit s'attendre à des choses intéressantes, notamment
Vous savez que l'autofocus Fujifilm a été un petit peu, comment dire ça, conspué ces dernières années. Et là, ça a l'air de s'améliorer avec celui-là et avec les mises à jour, notamment sur le X-H2S, qui le rendent meilleur, pas forcément aussi bon que les autres, mais bien meilleur que ce que c'était avant. Et c'est déjà très bien. Donc je vais un petit peu passer, voilà, donc Subject Detection, donc il va avoir les animaux, est-ce qu'il y a de... Voilà, animals, donc les oiseaux, les voitures, les motos, les, comment dire ça, les vélos, les avions, les trains, les insectes et les drones aussi. Je sais pas pourquoi je suis pas sur la page française, donc désolé, mais voilà. Donc il y a les simulations de film, voilà. Je préfère mieux le film que les simulations de film, encore une fois, mais voilà, vous pouvez avoir plein de choses, plein d'effets, c'est ça qui peut être intéressant d'avoir directement une sortie HEIF ou JPEG intéressante sur son boîtier pas cher du coup, et quand même avec des fonctions, en fait c'est ça qui va être intéressant. Vous ne sentirez pas lésé par rapport à d'autres appareils photo plus haut de gamme. Et donc voilà, on va voir, donc ça c'est que de la définition, hein. C'est pas le cadrage qui change, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une manière de montrer ça qui est pas réel. Le 6,2K c'est quand même filmé dans la même fenêtre que du 4K, sauf que le 4K est oversamplé par rapport au 6,2K, ça veut dire juste que lorsque vous le mettez dans une timeline 4K, et ben voilà, ça sera zoomé comme ça le 6,2K, c'est tout simplement ça. Et vous pouvez le réajuster, mais ça passera non plus 4K. Et ça vous donnera des meilleures performances aussi en bruit, en dynamique, et plein de choses assez intéressantes dans le genre. Hop. Pas de stabilisation d'image sur le capteur, mais une stabilisation d'image digitale qui marque comme chez Fujifilm, donc pas forcément la meilleure. Mais bon, si vous êtes concentré sur Fuji, vous ne devriez pas forcément vous concentrer sur ce qui se passe ailleurs, et si ça vous va, bah, ça vous ira toujours après coup. Et donc ça doit être très bien comme ça. J'ai oublié ma lampe ici, hop, est-ce que ça change quelque chose? Oui, un petit peu. On peut changer la direction du micro, donc c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Si vous n'avez pas de micro en plus, vous pouvez faire en sorte de... hop, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Hop, for different audio, surround. Donc voilà, il peut en fait diriger son micro d'une certaine façon, qui fait que si vous êtes derrière, vous pouvez parler et c'est vous qui êtes pris. Si vous voulez devant, vous pouvez parler derrière sans que vous soyez trop pris. Ça va plus changer le volume en fait de ce qui est pris, ça va plus prendre d'un côté, on vous entendra quand même, mais moins fort, ce sera plus du son d'ambiance. Et c'est plutôt pas mal hein, d'avoir ça sur un boîtier comme ça. Hop, donc on a des profils pour la réduction du bruit, de l'audio. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Ça doit être un petit peu plus spécifique, ouais, même si en plus on a un low cut. Donc voilà, ils mettent un petit peu des choses intéressantes, mais qui sont au final un peu tous les boîtiers. Je vais peut-être repasser vite fait. Easy Interface, donc le mode tactile qui a l'air plus intéressant que les autres, à moins que ce soit pareil, mais ils le mettent en avant via cette page-là. Voilà, on aura des choses intéressantes aussi du niveau des... de ce qui est en niveau codec, data rate, qui va être intéressant, mais on verra ça plus dans les caractéristiques. Ce sera plus intéressant de voir ça directement ici. Donc on a un mode défocus, donc il doit changer automatiquement l'ouverture en fonction de la programmation disponible sur l'appareil photo en fonction de la vitesse et des ISO pour vous donner en fait un arrière-plan flou d'un coup sans que vous ayez décidé d'aller par exemple vers un 8. Ça peut être intéressant. Si vous n'y connaissez pas du tout et que vous n'avez pas envie de vous y connaître en appareil photo, donc Rich System, ouais. Donc voilà, il montre que c'est facilement compatible avec d'autres choses, notamment le Ninja Phone, donc votre appareil photo, votre téléphone comme interface, comme pour écran, pour faire moniteur sur votre appareil. On a aussi la possibilité de mettre le ventilateur Fuji, qui vous empêche de fermer la porte, mais c'est quand même assez intéressant. Moi j'en ai un pour mon R5 Mark II de chez Smolric, c'est quand même toujours très bien d'avoir ça sur soi. Donc voilà, ceux qui disent ouais c'est pas forcément intéressant, ça reste bien, c'est juste que en fait il y a un cache derrière pour le connecter, il faut pas le perdre, c'est ça souvent je fais, même si vous pourrez racheter ça à chaque fois. Voilà, il faut éviter de perdre ça, donc manuel ici, donc hop, on va aller dans les specifications, donc caractéristiques.
Donc comme d'habitude, X-mount avec un capteur APS-C de type DX, donc type Nikon Sony, donc ce qui a été inventé au début de l'ère numérique réflexe, en 26,1 millions de pixels, donc le basique, hein, la même définition que le XT4 et que le XH2S, mais comme on l'a dit, c'est un capteur plus de XT4, avec des évolutions sur l'autofocus et tout ça. Donc le processeur, on a un port SD qui sera comme d'habitude dans la trappe à batterie, donc on a accès à plein de choses, donc du RAW, du TIFF, c'est pas mal d'avoir du TIFF. Le problème c'est que voilà, c'est de la conversion RAW. Alors ce qui est dommage, pourquoi faire ça? Parce que ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on pouvait faire nativement du RAW 16 bits et que la caméra enregistrait directement en 16 bits, on aurait du 16 bits, donc on aurait une meilleure profondeur que le RAW. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est juste... donc c'est intéressant si vous n'avez pas Lightroom, par exemple, vous faites votre RAW et vous dites « Ah mince, j'ai pas Lightroom, je vais prendre mon RAW, le transformer en TIFF et je peux l'utiliser directement dans Photoshop. » Voilà, vous avez moins de flexibilité que sur Lightroom, mais voilà. Ou vous pouvez l'utiliser sur un Lightroom ancien qui ne connaît pas le RAW du XM5. Donc il y a toujours quelque chose quand même d'intéressant là-dessus. Donc on a les définitions, alors je sais pas si chez Fujifilm, parce que j'avais fait le test sur Canon, je sais pas si ça fonctionne de la même façon, ou si vous mettez un certain cadrage, en fait, sur le RAW, vous avez juste les métadonnées, et en fait il va juste sous Lightroom vous faire un recadrage au format, et vous aurez votre JPEG qui sera de toute façon, ou votre AVE qui sera directement comme ça. Comme d'habitude chez Fuji, on a du panorama qui peut être assez long. J'avais testé ça sur le X100, je l'ai jamais refait après. Et voilà. On est toujours sur du 160 ISO natif, comme sur tous les Fujifilm. Bon, avant c'était 200, 250. Donc voilà. Donc on va passer un petit peu vite là-dessus, je vous laisserai aller regarder. Donc stabilisation d'image digitale, donc pas de stabilisation sur le capteur. Obturateur standard, donc plan focal à lamelle de carbone. On a toutes les tout ce qui va être marqué en vitesse d'obturation. Donc ce qui est marqué ici est intéressant, c'est toujours le système que je trouve le plus intéressant chez Fujifilm. Il y en a d'autres qui le font aussi, je ne veux pas raconter de bêtises, mais c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir un mélange mécanique électronique. Donc l'électronique peut aller jusqu'à 1,32 mm de seconde, ce qui est plutôt pas mal. Donc si vous avez des optiques très ouvertes, vous voulez avoir ce type d'obturation si vous n'avez pas de filtre. Et ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, je préfère ne pas avoir de rolling shutter dans mes photos, à part si je dois passer au-delà des 1/4 millième de seconde sur ce boîtier. Voilà, ça va être un des avantages d'avoir un plus petit boîtier, c'est qu'on n'est pas sur 1/8 millième, on est sur 1/4 mille. Et ben on peut passer, lorsqu'on passe au-dessus de 4 millième de seconde, sur 1/32 millième de seconde. Et c'est ça qui va être vraiment très très bien. C'est vraiment, moi je trouve que c'est le système le plus intéressant et je ne comprends pas pourquoi les autres fabricants ne le font pas. Donc on vous indique aussi lorsque vous êtes en vidéo jusqu'à combien de vitesse vous pouvez aller. 1/4 millième de seconde c'est un petit peu beaucoup, hein, puisque généralement on utilise la règle des 180 degrés, donc 2 fois plus que sa vitesse de défilement. Donc ça veut dire qu'ici, on serait plutôt sur du 1/50e, enfin oui, c'est ça, 1/50e lorsqu'on est à 25 images par seconde, et du 1/50e, du 1 centième, pardon, pour 50 images par seconde. Je vais y arriver, hop. Continue shooting. Donc voilà, on a des petits crops en fonction de ce qu'on veut utiliser. Tac, tac, tac. Si on veut aller à 30 images par seconde, par exemple, on a un crop de 1,25. Hop. Par contre, on peut le faire... Voilà, on peut le faire aussi juste pour matcher en fait le cadrage. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'on a aussi l'obturateur électronique à 20 images par seconde sans avoir le crop. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez matcher vos 30 images par seconde et vos 20. Hop. Donc vous avez tout le nombre de la vitesse de la rafale qui va être là, et vous avez tout ce qui est ici. Et
Voilà, ils disent que ça dépend du média, mais par contre ils vous mettent vraiment un truc fixe. Ils vont pas prendre deux cartes et se dire, voilà, un petit peu entre ça et ça, là c'est genre, c'est ça, mais en fait non, parce que au final ça dépend de la carte. Ce qui est logique, mais du coup à ce moment-là, ne pas mettre vraiment des chiffres précis, essayer de mettre une plage et ça ira mieux. Mais vous pouvez vous faire quand même une image ici, voilà, c'est juste moi qui me plains pour pas grand-chose, mais voilà. Donc on a les prises, comment dire ça, le nombre de vues en bracketing, tout ça. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite là-dessus, puisque ça, c'est plutôt simple et c'est plutôt des choses où une fois que vous l'avez vu, il n'y a pas forcément à discuter là-dessus. Voilà, donc les formats vidéo. Donc on a l'H265, donc le HEVC, ou le MPEG-H. Donc c'est marrant qu'ils aient mis HEVC et MPEG-4, puisque c'est MPEG-4 c'est AVC et HEVC c'est MPEG-H. Voilà, c'est Fujifilm qui fait un petit peu n'importe quoi dans sa façon de décrire les choses. Après c'est que des mots, hein, je veux bien, mais c'est pas le même organisme entre les deux. Voilà, ils collaborent, et c'est pour ça qu'on a MPEG d'un côté, on a HEVC, AVC, tout dans le genre de l'autre. Donc on a du 24 bits, ça reste quand même intéressant. Oui, encore une fois, le GH7 fait mieux, mais c'est quand même déjà pas mal. Et si vous voulez, vous faites comme ce que je fais sur le Panasonic ici. Enfin voilà, j'ai tout mon système où j'ai mon Atem. Je peux à la fois regarder l'ordi, avoir l'appareil, prendre l'audio de mon F3, le passer dans l'appareil photo juste pour pouvoir synchroniser ça en post-prod. Voilà, donc je suis sur du 32 bits au final. Et du coup, ça alimente mon micro sans que j'ai besoin de mettre deux piles dedans. Et ça, c'est vraiment très très bien aussi. Hop. Donc on a le 6,2K à 30 images par seconde. Je me souviens plus si le XH2S fait 60. Mais c'est déjà vraiment pas mal, hein, parce que c'est de l'open gate. On fait de l'open gate en plein format, en APS-C, donc le plein format du capteur du XM5. On le fait pour moins de 1000 €. Voilà, ça c'est vraiment très très bien. Et ça dépasse tous les autres. Ça dépasse ce que fait le Z52, hein, parce que le Z52 il fait 60 images, mais c'est pour recropper en plus dans le capteur. Là, on a au moins déjà ça, et même juste à 30 images par seconde, c'est déjà très intéressant pour ça. C'est pratiquement l'équivalent de ce que vous fait une Pixie en plein format. Donc voilà, 6,2K, c'est très très bon. Vous pouvez mettre des optiques anamorphiques sans problème dessus. Et ça qui est assez marrant, c'est que c'est un appareil photo et vidéo fait pour des débutants, mais qui pourra convenir à des personnes qui veulent vraiment évoluer très loin en vidéo. C'est ça qui va être cool avec le XM5. Même si, il n'y a pas vraiment de quoi bien monitorer son exposition, on va pas avoir de waveform ou de choses dans le genre, d'oscilloscope en français, qui permettent de voir l'exposition bien mieux qu'un histogramme. Mais voilà, on a quand même déjà ça. En bitrate, donc c'est du compressé, je sais pas s'ils nous ont dit, ils disent pas si c'est de l'H2.6, ça se trouve on peut le faire aussi en H264, mais je peux pas en être sûr, donc il faudra que je regarde si c'est mieux indiqué après, puisque souvent il l'indique deux fois. Donc on a tout le capteur en 6240, donc 6K+, donc 6,2K comme c'est marqué, bravo Guillaume. 200 mégabits par seconde, donc voilà, c'est ce qui se fait avec un processeur moderne aujourd'hui, donc c'est ce que fait en termes de débit, de data rate, ce que ferait par exemple le S5 de X qui me filme, c'est pas vraiment lui qui me filme, mais c'est de la vidéo qui passe à travers. Lui, on a la DCI 4K, donc on a aussi le 17/9 qu'on n'a pas sur un Canon de gamme équivalente, hein, donc tout ce qui est Canon au même prix, on n'aura pas ça. On a l'Ultra HD, donc voilà, vous voyez que la seule chose qui change, c'est qu'on a un petit peu moins en largeur, donc c'est pour ça que c'est du 16/9 au final. On peut aller jusqu'à 60 images par seconde, on a toujours le même bitrate, donc ça veut dire qu'on n'a quand même pas du coup le ProRes dessus. Donc ce qui me semble un petit peu normal au final sur un appareil photo de ce prix là, hein, parce que si vous le savez pas, on va vous dire des histoires comme l'iPhone ça coûte au final 100 ou 10 € à faire. Oui, sauf que non, parce qu'il y a plein de licences derrière d'exploitation de plein de brevets différents, et dont, bon, je sais que Apple va pas faire payer le ProRes à lui-même, mais par exemple sur des appareils photo comme le XM5, ou le XH2S, et bien une partie du prix est due
à tous les codecs qu'il peut enregistrer. Si vous avez de l'H264, vous devez le payer. Vous devez payer le 60 images par seconde. Vous devez payer la possibilité de faire certaines définitions suivant le codec et l'adaptation, parce que il faut faire en sorte que ça fonctionne bien, qu'il y ait par exemple, il y a des demandes des fois spécifiques pour faire des choses. Donc voilà, tout ça, tout ce qui est spécification, enfin caractéristiques vidéo, eh ben faut penser que c'est de l'argent. Donc quand vous avez ça, il faut être content, surtout à ce prix-là. Et ne pas être content de pas, par exemple, pas avoir de ProRes dessus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc Full HD 17 neuvième, c'est moins usuel. Canon le fait sur le R5 II, mais il y a très peu d'autres fabricants qui le font. Nikon ne le fait pas puisqu'il fait de toute façon que du 16 neuvième. Et puis voilà, donc encore une fois, bon voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas le 120 images par seconde. Ça aurait été intéressant. Voilà, c'était peut-être un petit peu abusé. Et peut-être passer sur la gamme d'au-dessus, ils se sont dit on va faire une segmentation et ce sera fini ici. Hop, HDLP, ok d'accord, c'est un petit peu plus groupé du coup, je sais pas à quoi correspond LP, à mon avis c'est, si je me trompe pas, ça veut dire que c'est le cap, non je sais pas, je sais pas dire, en crampe à 29, et c'est pour matcher quoi du coup, je me pose des questions, hein. Et si dans l'eau vous avez vos réponses en même temps, je sais pas parce qu'il y a un crampe à 29 spécial, c'est pas pour la, je sais pas. Peut-être la stab électronique, mais pourquoi seulement ici on aurait un mode qui matche ça, je peux pas vous le dire. Donc on a du, voilà, high speed, voilà, on peut faire du 240, pardon, on peut quand même faire du 240 images, mais ce sera, en fait tout ce qui va être au-delà du 60 sera directement ralenti. Après c'est pas grave, hein. Lorsqu'on regarde une C400, dès qu'elle passe au-dessus de 60 images par seconde, c'est directement du ralenti. Bon, par contre, on aura du 4K ici, on a de la Full HD, c'est pas de la Full HD d'ailleurs, c'est du 17 neuvième, donc c'est du 2K au final. Donc, on devrait appeler ça 2K 17 neuvième, et là c'est vraiment de la Full HD, donc 16 neuvième, et ça peut être vraiment quelque chose de... Voilà, donc à ce prix-là, je trouve que les caractéristiques sont très très bien. Après... Hein, pour l'avoir utilisé, après c'était sur un XH2. La HD sur les Fujifilm, c'est pas forcément fou, mais voilà. Donc on a tous les orientations de son du micro ici, tous les modes automatiques, donc je vais passer au-delà de ça, toutes les simulations de film, donc avec, on a les nouvelles ou pas là-dedans? Ils auraient pas mis la, je sais plus comment c'est, la Real, bah si elle est là, la Real X, donc ils ont tout, voilà, enfin il a tout. Hop, la fenêtre, donc on a la possibilité d'avoir des effets grains, c'est plutôt pas mal. ISO restriction, donc on a le mode DR comme d'habitude qui augmente la dynamique et qui altère aussi la dynamique en RAW, donc faut y penser hein, lorsque vous faites du RAW, vous profitez ou vous avez aussi des problèmes puisque ça génère d'autres problèmes sur le RAW qui n'étaient pas présents avant puisqu'on n'a plus d'ISO natif au final. C'est ça que fait le DR. C'est que c'est un peu comme un log, donc il va exploser dans les hautes et les basses lumières, sauf que ça va augmenter les ISO, puisqu'il faut aller chercher plus loin les hautes lumières, tout en récupérant les basses lumières dans les ISO les plus faibles. Parce que les ISO, c'est une... comment dire ça? Je vais arriver... Une augmentation du signal, donc en fait on gagne dans les hautes lumières et on perd en sensibilité dans les basses. Une amplification, voilà. J'ai réussi à trouver. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est moins problématique, enfin c'est moins problématique, c'est problématique quand même en photo, et puis même vous augmentez votre ISO de base, donc je crois que c'est 400 minimum en... non c'est 640 en 400, et voilà c'était marqué déjà là, donc j'ai même pas besoin de le dire. Donc on a du jack 3.5, un HDMI micro pour cette taille là. On pouvait pas faire mieux, on a de l'USB-C type C, donc du 10 gigabits par seconde, c'est normal, c'est obligatoire, donc c'est très très bien. Maintenant, si on essaie de vous vendre un produit en vous disant « Oui, mais celui-là, il fera la charge rapide », tous les produits qu'on vous vend aujourd'hui sont censés faire ça, donc voilà, il ne faut pas avoir avec ça, puisque j'en parlais avec d'autres gens. Par contre, en termes de batterie, on n'aura pas, donc on aura la petite, donc c'est peut-être ça la petite restriction de ce boîtier, c'est d'avoir des performances en termes de d'énergie qui seront pas à la hauteur de boîtiers plus haut de gamme comme le XS20, le XT5, le XH2, XH2S. Voilà. Vous aurez compris. Hop. Malgré qu'il fasse quand même un petit peu d'image. Ouais, par contre, c'est 45 minutes lorsqu'on est, donc c'est vraiment très très faible. Hein.
le R5 II s'en sort quand même mieux avec sa grosse batterie. Je dis ça pour déconner parce que vous le verrez dans le test si vous regardez, il faudra que je le finisse un jour. Je suis un petit peu occupé ces temps-ci. Hop, voilà. Donc, média. Donc aussi, on n'a pas le ProRes. Bien évidemment, j'ai dit ça. C'est des questions de licence et tout ça. Oui, certes, possible. Mais c'est surtout dû à l'ASD. Voilà, parce que on aurait pu faire du ProRes LT. Mais il aurait fallu demander un LT très très faible. Pardon. Et ça aurait pu être un petit peu problématique. Je me bats avec mon nez depuis tout à l'heure. Donc, on a que, voilà, comme je le pensais, pour avoir des performances comme ça avec le processeur, il faut forcément avoir de l'H265, mais on a du 422, ce qui est vraiment pas mal, parce que lui, il ne fait pas de 422 lorsqu'il est dans son mode OpenGate, donc c'est très très bien. C'est très très bien. Et pourquoi l'H265, si tu sais pas la différence entre l'H265 et l'H264? H265, c'est fait par les mêmes personnes, en partie c'est le comité MPEG, puisqu'il regroupe en fait des spécialistes de chaque marque et des ingénieurs et tout ça, pour pouvoir créer les codecs de demain et faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes codecs, hein. C'est pour ça qu'on a le Rec 709 et que on arrive à lire correctement des vidéos sur n'importe quoi maintenant à peu près, hein, plutôt que d'avoir de la vide, des trucs comme ça, des machins, des trucs un petit peu relous. Maintenant on est tous sur de la même chose, du MP4, 420, 8 bits, et l'HDR, il faudra voir ce que ça va donner parce que c'est pas encore très normalisé. Donc l'H265, format plus moderne, plus compressé, un bruit différent, donc du macro bloc qui agit différemment, donc avec une perception de bruit plus faible, avec beaucoup plus de data rate pour la même compression. Donc quand vous avez 200 mégabits par seconde lorsque vous êtes en H265, ça ne correspond pas à 200 mégabits par seconde d'H264. On peut dire que à la compression égale, le format est 2 fois plus qualitatif. Donc mais le problème par contre de l'H265, c'est que comme ça reste très très dur à lire pour beaucoup de machines, 4K ça va, 6K c'est compliqué, 8K c'est très très dur. Et du coup on laisse généralement en long op, puisque en plus ça économise encore une fois de la place encore plus, donc du groupe of frame qui va générer plusieurs images clés, et après tout ce qui va se modifier dans l'image va être changé, hein. Par exemple, si j'avais pas les LED, par exemple si j'étais en long op, tout ce qui est fixe par ici là, et de l'autre côté, ici, eh ben, sont pas tout le temps recalculés. Par contre, ce qui doit l'embêter, c'est comment dire ça, la guirlande qui change tout le temps. Mais voilà, il y aurait que mon visage qui parle, qui changerait, donc avec cet algorithme prédictif, tout serait reconstruit, et ça marche comme ça. Alors que lorsque vous êtes sur du intra, eh ben, vous avez toutes les images qui sont enregistrées, donc en plus le data rate est divisé par le nombre d'images, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai une vidéo là-dessus si vous voulez un petit peu plus regarder ça. Alors long play, voilà. Ah, c'est le LP de tout à l'heure, long play. Long play, ça veut dire ça surchauffe pas. Ce serait bien de le dire. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires, ça sera très très bien. Hop, donc hop, je vais un petit peu regarder ça. Sauf que j'ai mon appareil qui bloque mon écran de retour. C'est très bien d'avoir tout sur la même table. Hop, 23, 98. Ah, vous voyez qu'il y a un crop quand même en DCI. Donc si vous êtes à 23,98, vous n'avez pas de crop. Si vous allez en 60 images par seconde, ça doit être bizarre, puisqu'en fait moi je vois les choses de l'autre côté, alors que vous voyez juste pas regarder en phase. Donc 1,18, ouais, c'est un petit peu le bordel. Donc on a les 24 images par seconde quand même. Alors moi je me demande toujours aujourd'hui à quoi ça sert. Parce que nos écrans ne sont pas en incrément pur d'images, donc au maximum on peut avoir donc 23,90. Moi je crois que je suis dans les c'est un écran à 60 images par seconde que j'ai, et puis voilà. Donc on a un petit crop ici, faut pas l'oublier, je sais pas si c'était pas indiqué, donc 1,18 c'est pas très gros, mais voilà. Et par contre le 6,2K lui n'a pas de crop. Voilà, donc on est à 1,18 sur long play aussi. Le Full HD standard, on est sur 1,0. Long play. Ah oui, on a du long play 4K.
Donc Play Full HD, ok. Donc on est toujours sur un max. Alors c'est ça qui est très étrange chez Fujifilm. C'est que ils s'y font pas, enfin vous y ferez pas avec eux, c'est que normalement, hein, pour vous faciliter la vie, les fabricants ils vont baisser le data rate disponible en Full HD. Et là c'est toujours le max qui est disponible. Donc c'est bizarre, même si ça vous donne le choix, 200 mégabits par seconde lorsqu'on est en Full HD ou en HD 2K. Vous en avez pas besoin, donc en gros vous mettez, comment dire ça, c'est comme si vous mettiez un grain de sable dans une grosse boîte en plastique, vous aurez aucun gain au final à utiliser vos gros data rates, puisque de toute façon il n'y aura pas assez de détails qui sera enregistré. Bon voilà, ou pas assez de détails perceptibles, donc voilà, on a l'HDMI aussi ici, toujours un moment assez intéressant parce que au final je n'ai jamais compris pourquoi via HDMI ils n'arrivaient pas à... Si vous mettez un réglage dans l'HDMI vous n'allez pas avoir la même chose. C'est un truc que chez Fujifilm j'ai jamais compris. Donc on va essayer d'aller un petit peu vite là-dessus. Donc là ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ok, pas disponible. Oui, c'est normal que le crop soit pas disponible puisque c'est l'entièreté du capteur, ça je veux bien. Hop, 1.18, donc c'est pareil. Donc là, franchement, ils se sont améliorés. L'HDMI sort exactement ce qui est censé être sorti. Alors que c'est pas de l'HDMI plein format, on rappelle. Hein. Et donc tout est censé sortir normalement. Il peut aussi sortir le 120 images par seconde en HD, ouais. Ce qui semble pas décollant, hein, parce que en plus des processeurs, ce qui est gênant, c'est parce qu'on peut sortir aujourd'hui via un HDMI ou via un SDI, donc là c'est pas vraiment comment dire ça, un problème, hein. Mais je le rappelle, hein, sur un SDI il faut du 24G pour pouvoir sortir de la 4K 120, donc c'est pas que un problème des fois d'enregistrement ou même de caméra à la base. Hop, donc on peut faire du RAW HDMI en ProRes, c'est pas dit. Ok, donc on a fini. Donc c'était assez rapide au final, j'espère. On a mis moins d'1 heure, je crois, pour faire tout. Donc le boîtier en lui-même, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, avant que mon nez se finisse par faire une cascade. C'est qu'il est vraiment très très bien, hein, ce boîtier au final. Je l'avais pas trop regardé avant parce que Fujifilm c'est pas vraiment ma crème. Après, plus Sony maintenant, plus Nikon, hein, pour ceux qui le savent pas. Mais voilà, c'est quand même un boîtier pour ce prix-là qui est vraiment très intéressant. Moi j'aime avoir des viseurs sur les appareils photo, c'est ça qui peut être dommage sur celui-là. Mais en termes de prestations, et franchement, pour ce prix-là, on peut pas du tout se plaindre. Même la petite batterie. Les autres ont le même genre de batterie, donc ça c'est pas un problème. La stabilisation, aucun appareil photo n'en a à ce prix-là. Et puis même en vidéo, la stabilisation c'est toujours quelque chose qui peut poser des problèmes. Hein. Moi si je m'achète une C80, c'est justement que j'en ai marre par exemple sur mon 1435 de pas vouloir m'en servir juste parce que sur le R5 Mark II, eh ben, on a des problèmes de perspective parce que on a du wobbling même s'il est réduit. Là, on n'en aura pas. C'est vraiment très très bien, donc c'est pour vous faire un petit peu relativiser sur la stabilisation. Et de manière générale, c'est un petit boîtier très très beau, qui coûte absolument rien, qui va être un petit peu, je pense, comme le X100, un petit peu moins, mais qui va être très acheté. Je crois qu'il est quand même, aujourd'hui, il est encore toujours très difficile à trouver, et on comprend pourquoi. Donc moi, je vais faire un petit peu ma conclusion très très rapidement là. Parce que, voilà, je veux pas refaire 25 000 prises, donc vraiment très très bon appareil photo. Vous pouvez pas vous tromper lorsque vous l'achetez, surtout que maintenant l'autofocus est amélioré sur les Fujifilm, donc si vous hésitiez, eh ben, allez-y. Et je vais te dire salut et à bientôt la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai forcément. Et puis voilà, salut.